IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parte un peu en voyage ce soir avec un voyage initiatique en terres aborigènes avec Vanessa Escalante. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Joël. Bonsoir. Alors, vous êtes autrice et réalisatrice française engagée pour la reconnaissance des droits des Premières Nations aborigènes d'Australie. Dans votre enfance, vous avez été marquée par des histoires familiales fortes, accaparement de terres, espionnage, résistance, mort, religion, spiritisme. Vous avez vécu entre plusieurs foyers au sein de votre famille et vous avez appris à vous immerger dans l'univers des autres. En 2005, vous avez fait la rencontre d'un des plus grands traqueurs aborigènes d'Australie et vous avez eu une passion pour ces peuples autochtones. Vous avez réalisé Les Derniers Traqueurs australiens en 2005, La Révolte des rêves, d'ocre et de sang sur les questions aborigènes. Et là, vous venez de publier un livre aux éditions Mama Édition, Ma peau d'un autre monde, voyage initiatique en terre aborigène. Donc l'Australie, vous l'avez connue à quel moment exactement? L'Australie, rien ne m'a prédestinée à aller en Australie, vraiment. J'ai regardé un film en 2005 qui s'appelle Le chemin de la liberté, The Rabbit Proof Fence en anglais. C'est l'histoire de 3 fillettes métisses aborigènes enlevées par les autorités australiennes à l'époque des missions. On enlevait les enfants métis pour les christianiser de force. Et cette histoire m'a bouleversée en fait. Ces 3 petites filles se sont enfuies de leur mission pour retrouver leur mère aborigène dans le bush. Donc elles ont traversé tout le désert et elles ont suivi une barrière anti-lapin pour retourner chez elles. Et elles se sont fait poursuivre par un tracker aborigène aussi, qui était employé par la police coloniale pour récupérer les enfants qui en fuite ou les prisonniers perdus, enfin les gens perdus, les prisonniers en fuite. Et en fait, ce qui m'a intriguée dans cette histoire, c'est la position du tracker entre aborigène et en même temps employé à la solde du gouvernement colonial. Et j'ai été perturbée par cette histoire. Et j'ai eu une surprise de passion pour cette culture. J'ai voulu en savoir plus. Voilà. Ça fait penser un peu aux bagnards français qui étaient au bagne et qui, lorsqu'ils avaient fini leur bagne, ne revenaient pas, mais devenaient justement des traqueurs pour ceux qui essayaient de se sauver. C'est cette capacité qu'ont les aborigènes à vivre et à lire leur environnement, en fait, et à pouvoir se déplacer à travers l'espace. C'est incroyable. Et à suivre des empreintes, comprendre des détails, à quel moment est passée quelle personne, à avoir une espèce de logique dans l'espace, pouvoir retrouver des gens perdus parfois. Il y a une histoire comme ça d'un tracker contre un tracker, une histoire vraie, où la police a employé un tracker pour retrouver un autre tracker qui effaçait ses empreintes au fur et à mesure parce qu'il savait qu'il était poursuivi par un tracker. Et donc le tracker qui poursuivait le tracker a mis 13 jours à le... Il l'a trouvé quand même. Il l'a trouvé quand même. Il y a un moment, il s'est dit, ça fait 13 jours... Enfin, il y a un moment, il y a eu une logique, ça fait 13 jours, là, il fait chaud, à tel moment, il va chercher l'ombre, et je vais le retrouver là. Il l'a retrouvé, ouais. Ils l'ont capturé. Vous avez commencé à faire des cours pour devenir actrice à 14 ans, et finalement, vous êtes passée de l'autre côté de la caméra. Ouais, actrice, ouais, j'ai fait des cours pendant très longtemps, mais je pense que c'était pour dépasser des peurs, en fait, une peur de m'exprimer. Et à quel moment donc vous avez basculé pour passer derrière la caméra? J'ai basculé quand je suis montée à Paris pour réaliser à l'époque mon rêve d'actrice et j'ai trouvé un petit boulot dans une post-production parisienne où se montait le tout Paris du documentaire. Et j'étais à l'accueil, en mi-temps à l'accueil, et comme je m'ennuyais à l'accueil, je me suis mis à écrire justement un documentaire sur la question des traqueurs aborigènes. Je me suis dit, on ne connaît pas cette histoire en France, je veux raconter une histoire sur les traqueurs. Et pendant 2 ans, j'ai écrit à l'accueil, entre le téléphone et l'accueil des gens, j'ai écrit ce documentaire, et il s'est vendu tout de suite à France 5. Il a été réalisé, diffusé, ouais. En 2005. Et c'est aussi en 2005 que vous partez en Australie. C'est à l'occasion de ce tournage. 2005, c'était les repérages pour l'écriture. Et c'est là que j'ai fait la rencontre des derniers traqueurs aborigènes d'Australie. Maintenant, ils sont morts. Tous ceux qui sont dans ce film sont de l'autre côté. Il y en a un qui avait formé 500 soldats à la traque.
à lui tout seul. Le documentaire passe sur France 5 en 2005 et après vous faites un autre documentaire sur le trafic des faux médicaments. C'était en Roumanie, je crois. Alors là, en fait, alors moi, je suis pas la réalisatrice. Je suis partie avec un réalisateur qui. J'ai fait l'image de cette enquête avec Patrice Dutertre. C'est lui qui m'a initiée à la caméra et c'est sur ce premier tournage que j'ai vraiment fait mes preuves à l'image. Et on a traversé toute l'Europe jusqu'en Ukraine pour raconter en fait la géopolitique de la vente des médicaments sur le net, où sont fabriqués, d'où viennent les principes actifs, où sont fabriqués les faux médicaments. Les médicaments, enfin potentiellement faux, hein, pas forcément. Oui. Mais on peut pas pister, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on pouvait pas pister il n'y avait pas de traçabilité de provenance. On ne sait pas combien ils sont dosés, voilà. Quand même, il a eu le droit à 2 passages, ce documentaire. Puis après, il a été interdit. Il a été interdit de diffusion, mais c'est pas mon documentaire, encore une fois. Oui, vous avez commencé fort. Il a été interdit de diffusion parce que dans le documentaire, le réalisateur attaquait, entre guillemets, un distributeur allemand de médicaments, un gros distributeur. En 2011, vous faites le tournage de La Révolte des rêves. Là, je pars vraiment par mes propres moyens. J'ai un coup de cœur pour des femmes dans le désert. Je vois un article passer sur Facebook. Et je vois un groupe de femmes qui se bat contre l'enfouissement de déchets nucléaires sur une terre sacrée. Et là, je me dis, oh là là, magnifique sujet. Je veux rencontrer ces femmes. Et même si je parlais pas anglais, je voulais y aller, je voulais partir. Et je suis partie avec une amie, je lui ai payé son billet, le mien. Et on a passé 15 jours dans le bush à prendre les premiers témoignages d'une de ces femmes, de la leader, qui est devenue ma tante aborigène maintenant, ma tante dans l'organisation familiale aborigène. Elle vous dit, ces femmes, qu'il y a une terre qui est dédiée aux hommes. Les femmes n'ont pas le droit d'y aller. Les hommes et les femmes ne partagent pas leur savoir. Certains savoirs. Certains. Les terres cérémonielles, enfin ce que j'ai compris moi, dans les traditions aborigènes, il y a un respect total de ce qu'ils appellent the law, la loi universelle, la loi de la création, la loi originelle à la base de tout ce qui existe dans l'univers. Et cet équilibre, il doit être maintenu dans tout ce qu'on fait. Donc, par exemple, il y a certains groupes qui ont le droit de tuer le kangourou, je donne un exemple, d'autres, donc certains groupes peuvent le tuer et le consommer, d'autres vont devoir le protéger tout ce qui concerne le kangourou, son habitat, ses habitudes, tout ça. Donc il y a toujours une loi d'équilibre qui rentre en jeu chez les nations et les tribus aborigènes que moi je connais, je ne peux pas parler au nom de toutes les autres. Et donc le fait, moi je prends ça pour je mets ça dans cette loi d'équilibre, le fait que les hommes ont des savoirs secrets où les femmes n'ont pas accès, et les femmes ont des savoirs secrets dont les hommes n'ont pas accès, c'est une façon de... Je ne sais pas si c'est une façon de préserver l'équilibre ou c'est simplement... dans leur langage à eux, c'est spirituellement, il y a des interdits, il y a des tabous énormes, et les hommes détiennent des savoirs et des lois universelles, et les femmes, elles doivent être gardiennes et le porte-parole pour la terre, par exemple. Mais voilà, chacun a un rôle défini. Et ça, vous avez franchi un peu cette frontière, puisqu'à un moment, vous vous retrouvez à faire une initiation qui était réservée aux hommes. Oui, là j'avoue qu'il s'est passé un truc assez extraordinaire, c'est que je n'ai pas été invitée par les femmes à participer à des cérémonies. Par contre, ce qui est le plus tabou et le plus interdit chez les aborigènes, c'est qu'une femme aille sur une terre d'initiation d'hommes. Spirituellement, c'est très dangereux. Et là, on m'a invitée clairement à venir filmer des initiations sur un terrain d'hommes. Moi, je l'ai pris comme une porte énorme dans ma vie à moi. Je me suis dit, même si spirituellement c'est dangereux, si ça s'ouvre, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a un apprentissage à recevoir. J'aurais pu me dire, c'est hyper dangereux pour eux et pour moi, parce que eux, après, il y a des règlements de compte aussi. Hein. Si des hommes transgressent les lois tribales, ils peuvent aussi se faire... avoir des problèmes dans la communauté. Il y a des règlements de compte. Donc j'ai transgressé à la fois quelque chose dans leur culture et eux-mêmes ont transgressé des lois traditionnelles pour que je vienne filmer. Oui, vous n'avez pas filmé la totalité quand même. Non. Vous a demandé de partir à Ouais. un moment. Donc vous n'avez pas assisté à la totalité. Ça fait 20 ans qu'il y a des tentatives qui échouent pour trouver une terre, pour faire un enfouissement
ces déchets nucléaires. Vous vous rappelez dans votre livre qu'il y a eu de nombreux essais nucléaires qui ont été faits en Australie. Oui, dans les années 50, par la Grande-Bretagne. Il y a une douzaine d'essais nucléaires qui ont été... Donc il y a des familles, des descendants aborigènes qui aujourd'hui ont encore physiquement des répercussions de ces essais. Enfin, ils ont des maladies, certains ont des problèmes de fertilité. C'est pas anodin, quoi, ce qui s'est passé là-bas. Comme vous parliez tout à l'heure des trackers, il y a quand même des personnes qui ont accepté, il y en a un qui a accepté 12 millions de dollars quand même, pour qu'on achète la terre. Alors c'est pas la même histoire les trackers. En fait, l'histoire de l'achat de la terre, le gouvernement australien En fait, cette terre a été divisée dans les lois traditionnelles entre 5 clans. 5 clans avaient une parcelle qui traditionnellement lui appartenait par l'héritage du temps du rêve. Chacun a un ancêtre spirituel ou plusieurs ancêtres qui est passé sur cette terre. Donc, à l'endroit où l'ancêtre est passé, les personnes sont des gardiens de ce morceau de terre. Et donc le gouvernement a décidé à travers sa constitution à lui de définir qu'un seul clan était le propriétaire, avec un processus de consultation dont j'ignore le contenu. Et donc il a proposé l'achat de cette terre à un seul de ces clans, contre l'avis des autres. Sauf que traditionnellement, cette terre elle appartient à 5 clans, pas à un seul. C'est là où les lois australiennes interfèrent dans les lois tribales aborigènes. Pour obtenir des choses, on va facilement attribuer une terre à quelqu'un. Donc une seule terre attribuée pour les 5 clans. Ou 5 terres attribuées pour chacun. Une seule terre, voilà. Pour le gouvernement, la terre entière, la globalité de la terre appartient à un seul clan. Ça doit pas être facile pour les autres. Les autres, du coup, ça a créé des tensions et des dissensions entre les familles, ça a créé un chaos. Et ça a duré quand même le combat pour les autres clans qui se sont manifestés. Ils ont mis 8 ans à faire entendre leur voix et à organiser ce procès pour que le gouvernement entende que cette terre, elle est tribale et elle appartient à 5 clans, et depuis des millénaires. Ils leur ont donné une grosse superficie. La superficie, c'est 238 000 km². C'est immense. Hein. À la fin, ils ont gagné. Il y a eu ce procès, et donc la terre n'a pas été donnée au gouvernement. Mais le gouvernement a proposé des millions à la base. Alors ils sont passés de faune sauvage à êtres humains. En 67. En 67, ils n'étaient pas considérés comme des... Toujours pas. Ils sont toujours pas maintenant. Si. Ouais. En 67, c'est l'année du référendum national où ils ont demandé aux Australiens de voter pour que les aborigènes puissent être considérés comme des citoyens, donc de sortir de la législation de la faune, comment on appelle ça, le parc et parc naturel. La vie sauvage, je sais pas quelle... Faune sauvage, vous avez dit. En 72, il y a eu cette fameuse tente ambassade aborigène de Canberra. Elle y a encore cette tente, oui. Toujours. Les activistes se relaient depuis 72 pour maintenir un feu allumé. La flamme, c'est une veille pour dire on est toujours là et c'est notre terre. Ils sont dans les jardins de l'ancien Parlement. Et les jardins, c'est une terre aborigène. Donc, Et là, vous avez le coup de foudre, vous avez rencontré un enfant volé qui s'appelle Darren. Parlez-nous de son enfance volée, de cet enfant volé, comme vous dites. Darren, c'est comme énormément d'aborigènes de la génération volée. C'est quelqu'un qui a été enlevé à la naissance. Alors il était d'une famille composée de plusieurs frères et sœurs, je crois qu'ils étaient 6 ou 7, mais seulement 2 enfants ont été enlevés par les services sociaux, parce qu'ils avaient à cette époque, jusqu'à dans les années 70, on enlevait encore les enfants aborigènes qui étaient clairs de peau, parce qu'on pensait que la couleur noire allait s'éliminer naturellement et que les blancs pouvaient être encore récupérés et christianisés et éduqués. C'est une politique, comme disent les aborigènes, de lavage à la chaux. Il s'est fait enlever à la naissance. Il ne sait pas où il était entre 0 et 3 ans, mais à 3 ans, il a été adopté par une famille australienne. Une famille composée de 2 filles naturelles et d'une autre aborigène choisie dans le journal de l'église aussi, qui ont adopté une autre aborigène. Donc il a grandi dans un contexte anglo-saxon. Et il a su plus tard de quelle nation aborigène il venait, de quelle terre, dans quelle communauté, dans quelle mission il était né, parce que sa mère aussi, comme sa grand-mère, ils étaient tous
Ils ont tous été déplacés, les aborigènes, en mission, dans des missions catholiques. Ils travaillaient dans des missions catholiques à l'époque, et les enfants naissaient dans des missions. Et donc il est né dans une mission de Nouvelle-Galles du Sud. Mais voilà, il n'a pas la langue aborigène de sa nation, les Wiradjuri, il n'a pas la notion de sa langue d'origine, il ne peut pas prouver sa connexion à sa terre à travers les traditions et les ancêtres du Dreamtime, du temps du rêve. Il ne connaît pas ses liens et ses racines, donc il est entre deux mondes. Mais il est quand même parti à la quête de ses racines quand même. Il est devenu un marginal, c'est un marginal. Oui, il est devenu... Disons qu'il a, comme beaucoup d'aborigènes de cette génération, ils se sont retrouvés dans... Ils ont retrouvé une légitimité, une identité dans le combat pour les droits à la terre, les droits fonciers. Donc il est devenu activiste et militant pour les droits des aborigènes, et pendant des années il a été le gardien du feu sacré à cette tente ambassade. Il a vécu sur ce lieu d'occupation comme un marginal, mais avec une mission, une mission de porter la voix de son peuple, et de conférence en conférence, il racontait son histoire, et donc il a touché quelques esprits quand même sur son chemin. Et cette phrase, même mélangée avec du lait, le thé reste du thé, c'est-à-dire que lui, il est resté un aborigène malgré le fait qu'il a été élevé par les Anglais. C'est vrai, au début, j'ai eu du mal à comprendre cette phrase, parce que nous, c'est du café au lait qu'on boit, mais eux, c'est du thé au lait. Donc, oui, c'est ça. Ça veut dire que même mélangé avec du lait, le thé reste du thé. Ça veut dire que n'importe où, par qui il a été élevé, quelle éducation il a eu, ses gènes sont aborigènes. Et quand il a retrouvé sa mère, elle était déjà morte, elle était déjà partie, elle était déjà de l'autre côté. Donc il a retrouvé des frères et sœurs qui, eux, n'avaient pas été enlevés. Récemment, là, il a trouvé la sœur de sa mère. Enfin, c'est eux qui l'ont retrouvé sur Internet. Lui, il cherche pas parce c'est une souffrance, il veut pas se confronter à ça. Et là, maintenant, il vient de retrouver une partie de la famille de son père. Il vient même de découvrir le nom de son père, il connaissait pas le nom de son père. Donc, c'est des destins cassés, brisés. I've been gone for too long from the place where I belong. I miss the big black kangaroo, the dingo and the crow, and that old man he used to seem so proud of me. My mind goes back drifting to the days when I was young. Of how we walked this country, living off the land. When I'm far away from there, things ain't the same. That's when I hear something calling me back home. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM avec Vanessa Escalante, Ma peau d'un autre monde, voyage initiatique en terre aborigène. On va parler de l'eau là. L'eau est un élément essentiel pour certains clans, primordial pour les femmes enceintes. L'eau présente dans le corps des femmes sert de réceptacle pour le temps du rêve et permet aux esprits enfants de refléter le chemin jusqu'au ventre de leur mère. Donc moi ce qui m'intéresse c'est que vous me reparliez de l'eau mais aussi du temps du rêve. C'est quoi ce temps du rêve ? Pour les aborigènes, le monde n'est pas juste fait du monde physique et de matière, mais il est multidimensionnel, donc il y a des centaines de dimensions à travers l'espace-temps. Et des êtres vivent dans toutes les dimensions, donc pas forcément des dimensions visibles. Et le temps du rêve, donc, c'est le temps de la création où les ancêtres, qui étaient des êtres spirituels, des êtres
un peu chimérique. Enfin, comme c'était des êtres pas faits de chair et de sang, forcément, il prenait diverses formes. Et c'est le rêve de ses ancêtres, c'est la pensée de ses ancêtres qui a créé le monde. Donc, ces êtres manifestaient des pensées ou des visions, et ces visions se sont densifiées en forme terrestre. Oui, c'est partout pareil sur toute la planète. Tout ce qui nous entoure, ça a été créé par la pensée, donc ils n'ont pas de temps. Oui, ils ont raison pour moi. Je suis complètement... Et donc cette eau-là qui est importante, primordiale pour les femmes enceintes. Pour une... alors... Oui, parce qu'ils auront aussi pas mal massacré les nappes phréatiques. Avec la fracture hydraulique, c'est problématique parce que l'eau est très importante. Je ne peux pas parler au nom de tous les aborigènes, mais ceux que j'ai rencontrés et ceux qui m'ont confié ça, pour certains, l'eau est très importante pour donner la vie, c'est la base de la vie. Ça permet de... Comme on est constitué à 90% d'eau dans notre corps, l'eau permet aux esprits qui viennent de l'espace-temps du rêve, l'eau sert de miroir dans le corps. Ça permet aux esprits de refléter le chemin vers le corps de leur mère. Donc si on pollue l'eau, il n'y a plus de vie. On ne peut pas donner naissance à des enfants si l'eau est polluée, parce que les esprits n'arriveront pas à incarner le corps de leur mère si l'eau est toxique. L'esprit de l'arbre aussi. L'esprit de l'arbre veille à ce que les esprits enfants ne se mélangent pas avec les anciens. Il les conduit jusqu'à une nouvelle terre-mère, et avec de la chance, ils pourront revenir sur terre pour apprendre les lois et retrouver leur fratrie. À un moment, vous vous promenez, puis on vous montre un arbre qui n'est pas différent des autres, mais cet arbre, c'est un arbre qui est sacré, c'est-à-dire c'est un ancêtre. Alors ça, c'est... j'ai des frissons partout quand on parle de l'arbre. Ça, c'est un chef d'une nation de Nouvelle-Galles du Sud. Donc c'est dans ses traditions à lui. Il vient du peuple la nation Yuale, j'ai du mal à prononcer. Et dans leur loi, il y a des arbres gardiens. Quand il y a un décès, il y a des arbres qui sont gardiens des esprits des enfants et d'autres qui sont là pour conduire les âmes des anciens. Et il y en a qui veillent à ce que les âmes ne se mélangent pas quand elles repartent dans l'espace-temps du rêve. Il ne faut pas qu'elles se mélangent. Il faut que chacun part dans un espace ou une autre planète qui les attend pour il se passe quelque chose avant de revenir sur Terre pour poursuivre son chemin de réincarnation. Et donc oui, à un moment donné, cet homme me parle de cet arbre qui est l'esprit d'un ancien. Alors il m'a expliqué que quand j'ai du mal encore avec ces concepts, hein. On apprend toujours, on s'arrête jamais d'apprendre. En fait, quand on a un corps physique sur Terre, il m'a dit, notre esprit, notre source, elle est dans le ciel, mais quand l'esprit est sur Terre, les esprits qui sont sur Terre, leur corps physique est dans le ciel. Ça veut dire que je pense qu'un ancien s'est réincarné dans une forme d'arbre. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. C'est ce que je comprends. C'est un ancien qui... c'est un ancien qui a fait toutes les initiations, il a passé tous ses cycles d'initiation. Maintenant, il revient sous forme d'arbre pour veiller comme un espèce de guide. Oui, mais c'est justement sous cet arbre-là que vous affûtez votre vision le plus loin possible, dans un interstice, quand j'entends les pleurs d'un bébé. Et est-ce que vous pouvez nous parler du rêve du pélican ? Voilà, je l'ai dit à la base, il y a un mélange de fiction et de réalité. Donc ça c'est une fiction. Ça c'est une fiction, ça. D'accord. Je ne connais pas le rêve du pélican. D'ailleurs, j'ai pas le droit de m'exprimer sur les rêves aborigènes. Parce que je suis pas légitimement. Oui, c'est intéressant de poser la question, justement. Oui, c'est très intéressant parce que chez les peuples que je connais, il est formellement interdit de parler au nom des autres et des histoires des autres. Donc on parle que ce dont on est le gardien et ce qu'on connaît. Donc moi, je n'ai pas la permission traditionnelle, je n'ai pas la permission de parler des histoires des autres. Et là, encore plus, le rêve du pélican, c'est une totale création de ma part. Mais maintenant, j'ai une autre vision sur la création. Moi, je reçois des images. Je me dis pas, je crée des images et j'invente des images. Je reçois des images. Donc quand j'ai écrit ça, j'ai reçu des informations. Mais parce qu'on s'y croirait. Hein. Voilà, moi j'ai reçu ça. Maintenant, j'ai décrit aussi une vraie scène d'accouchement. Oui.
mais qui correspond encore à un autre peuple que Oui. cette personne. Je mélange beaucoup de choses, de connaissances, mais qui ne sont pas forcément liées les unes les autres par rapport aux tribus aborigènes. Donc c'est là où j'ai mis des mentions spéciales, parce que voilà, c'est pas forcément comme ça que ça se passe tout le temps. Et j'ai mis les références aussi. Et le ver blanc dans l'écorce d'un acacia on vous propose de le garder à l'intérieur de votre bouche pour s'hydrater, ça c'est vrai. Ça, je sais qu'ils le font, mais Ah, j'ai mais pas vous fait l'avez pas vraiment. fait, d'accord. T'es déçu Non, quand t'es non, je suis pas déçue. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est... Bon, on va parler du tonton rappeur de la souveraineté, l'oncle Kevin B. Il est extraordinaire cet homme, 70 ans là. Ouais. C'est aussi un descendant aborigène de la région du sud, du peuple Arabouna. Et je sais peu de choses sur lui, si ce n'est que c'est vraiment quelqu'un qui défend farouchement la souveraineté. Bon, moi j'ai beaucoup été en immersion avec les descendants des générations enlevées, qui sont principalement localisées en ville, qui ont une éducation quand même anglo-saxonne et qui sont vraiment entre les deux mondes. Et avec des traits traditionnels qui vivent dans le désert. Et les traditionnels ne se reconnaissent pas du tout dans le discours des métis. Ils n'ont pas été formatés, c'est pas la même éducation. Pour eux, leur terre sur leur terre, il n'y a pas à prouver que c'est leur terre. Le fait même de clamer la souveraineté, déjà veut dire que c'est pas ta terre. Ouais. Tu vois. Mais heureusement que les autres sont là pour les aider. Moi, je comprends totalement le combat des générations volées et métissées. Et puis j'adore tout. Voilà, j'adore ce combat. Moi, j'aime les deux côtés, entre les deux. Mais il y a des dissensions aussi dans le monde aborigène, pour toutes ces raisons. Les métis ne sont pas forcément acceptés dans les communautés traditionnelles. On va reparler des arbres. Il y a les blocages, les gens qui viennent s'accrocher aux arbres pour éviter qu'on les détruise. Vous dites aussi qu'il y a des arbres qui sont brûlés au napalm. Au napalm. Ouais. Oui, c'est ce qu'à l'époque on avait expliqué. Plus maintenant. Je sais pas maintenant. Moi, c'était en 2000 que je suis allée en Tasmanie. 2013. En 2013, on m'avait expliqué que oui, on brûlait des arbres de la forêt primaire tasmanienne, c'est des arbres millénaires, au napalm, pour les envoyer sur le marché chinois et européen pour faire des planches. Et ça m'a bouleversée. Je l'ai pas vu de mes yeux, hein. Mais j'ai vu des bandes de hippies effectivement mener des actions concrètes, s'attacher aux arbres pour empêcher qu'on les détruise. C'est ce qui se passe en France en ce moment. On vend beaucoup nos forêts. Oh là là. On déforeste beaucoup là. Oh là là, ça me fait très mal. à la mode. Je vais passer au regard. Vous dites chez les aborigènes, il est interdit de regarder un inconnu dans les yeux. L'homme baisse la tête et abandonne son attaque. Et c'est très étonnant parce que la couverture de votre livre, tout est dans votre regard, je veux dire. Et à un moment, vous dites dans votre livre que vous vous demandez si quelque part, tout ce que vous êtes allé faire là-bas en Australie, c'est pas pour réparer aussi quelque chose, comme s'il y avait un karma à réparer. Je me suis posé tellement de questions sur mes raisons d'aller en Australie que j'ai des millions de réponses en fait. Mais je pense qu'elles sont toutes justes, mais à différents niveaux. Je pense que j'avais des choses déjà au niveau de mes racines à comprendre et à intégrer. Que j'avais pas de lien avec mes racines. Enfin, moi je sais pas d'où. J'ai l'impression d'être d'un autre monde, hein, d'où le titre. Et les aborigènes ont connaissance de leur passé, de leurs origines, ça va très 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 loin. Donc déjà, je sais que je venais chercher cet ancrage qu'ils ont à la terre et ce lien qu'ils ont avec leur famille et l'environnement. J'avais besoin de réancrer ça en moi et le trouver chez moi. Et je suis venue réparer certainement plein de mémoires transgénérationnelles, c'est sûr. C'est sûr, je pense que j'ai plein de mémoires au niveau abandon d'enfants. Je suis toujours attirée vers les enfants orphelins ou les personnes qui n'ont pas été élevées par leurs parents. Il y a des mémoires certainement, peut-être, de cette cousine de ma mère qui fait partie de l'équipe du Rainbow Warrior à l'époque. Et j'ai grandi aussi dans cette histoire de ce bateau qui a été coulé pour empêcher des essais nucléaires français dans le Pacifique. Et je sais que je suis partie au même âge que la cousine de ma mère qui faisait partie de cette équipe en Australie
pour filmer les aborigènes qui protégeaient leur terre du nucléaire. Donc il y a aussi peut-être un lien sur ça. Et puis il y a aussi cette initiation, vous dites que vous n'en avez pas fait avec les femmes, mais vous avez cherché votre animal totem à un moment. Il y a une histoire de serpent. Alors le serpent, ça va plus loin que ça. Le serpent pour moi, et comme pour, parce que je vois que tous les peuples autochtones ont cette image du serpent pour parler de l'origine de la vie, du créateur. De l'ADN qui est deux serpents qui l'ADN, le créateur. Chez les Uniquins d'Amazonie, c'est la mère divine, quoi, la mère supérieure. Elle est représentée par un serpent. Et le serpent, c'est vrai qu'il apparaît beaucoup dans ma vie. Ouais. Et dans le regard. Parce que moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'à un moment, vous vous êtes identifié quand même à cette force-là, quelque part. Vous l'avez. Ouais. Bah, la force de la mer, pour moi, c'est relié à la mer. C'est relié à tellement de choses. Et puis le changement de peau aussi. Moi, c'est vrai que j'ai un potentiel à me transformer de l'intérieur et aussi à manifester sur ma peau quand il y a des problèmes, genre la gueule. Oui, vous avez chopé la gueule là-bas. Ou des trucs sur la peau. Donc, le serpent, c'est, pour moi, c'est la force de l'amour. La force universelle. Donc, le mythe de la création de la Terre, il est à la page 85. Les deux serpents ont grandi ensemble, mais je ne connais pas l'itinéraire global de ces deux esprits fondateurs. Ce que je sais, c'est qu'ils se sont arrêtés à comment on dit, Mukati. À Mukati. Et vous aimez imaginer que ces deux serpents symbolisent l'ADN même de la planète, ces deux énergies créatrices complémentaires. Je me souviens, vous dites, du mythe, les deux ancêtres serpents ont laissé sur leur passage des empreintes à Mukati avant de se réunir. Ça, c'est le rêve totem que les clans aborigènes ont défendu pour prouver que cette terre était la leur. Et donc c'était leur preuve d'héritage. Ce rêve totem, il est lié à cette terre. Donc les anciens ont raconté cette histoire, les anciennes et les anciens sont venus défendre cette histoire mythique qui a je ne sais pas combien de milliers d'années. Et comme preuve d'appartenance. Donc c'est magnifique. Tu te rends compte, ça c'est mon titre de propriété, c'est un chant, c'est une histoire. C'est deux serpents qui ont fait ci, ça, c'est trop beau. Et moi, comme je suis une bonne occidentale, j'aime bien analyser et je me demande ce que symbolisent ces serpents. Est-ce que c'est vraiment deux serpents, deux entités célestes qui ressemblaient à des serpents? Ou est-ce qu'on parle d'énergie, de force tellurique? Est-ce qu'on parle de quoi on parle? C'est purement mon analyse, c'est pas du tout aborigène ce que je suis en train de dire là. Eux, les aborigènes, c'est deux ancêtres serpents, point. Ils se posent pas trop de questions. Pour eux, c'est des esprits vivants, ils vont pas mettre de mots dessus, c'est une force, c'est une énergie, c'est un être. Enfin, pour eux, c'est des êtres, c'est des entités vivantes qui sont à l'origine de la Terre et c'est tout. Voilà, ils rentrent pas dans plus de... On pose trop de questions. Ils pensent aussi qu'il y a un peuple des étoiles qui est venu sur Terre sous forme de bâton. Ils font des danses de bâton que vous expliquez dans le livre. Et pour en revenir à ce que vous avez filmé, je pense que le moment où vous avez eu envie de laisser la caméra pour être plutôt participante que spectatrice, c'est des choses qui arrivent quand on a vraiment envie de s'impliquer dans quelque chose. C'est vrai qu'à un moment, j'en avais marre de cette caméra. Ouais. Parce que la caméra fait que finalement on filme ou on enregistre pour d'autres, mais on n'est pas complètement impliqué dans le jeu parce qu'on est déjà en recul. C'est ça. Il m'a fallu une bonne dizaine d'années pour d'un coup ne plus avoir envie. Mais en même temps, il y a toujours, je me dis, mais j'ai envie de vivre le moment pleinement avec eux, vivre l'instant présent, faire partie du voyage, quel qu'il soit, oublier l'image, mais en même temps, il y a toujours ce truc en moi de me dire, mais c'est tellement magnifique, je veux le capturer en image, c'est trop beau, je veux le partager aux autres. Donc c'est ambivalent, je suis toujours le cul entre deux chaises, quoi. Darren sait qu'il a un rôle à jouer dans le monde invisible. Depuis longtemps, il perçoit des choses. Et vous aussi, vous êtes gâtés là-dessus. Ouais. Mais bon, après Darren, il est habité par des forces un peu obscures. Oui, parce qu'il a un problème avec la drogue. Lui, il a des addictions. Et il a un sens de perception extrêmement développé. Et moi, depuis l'enfance aussi, c'est vrai que Et moi, j'ai été très traumatisée par ça. C'était vraiment des peurs.
Enfin, ça me faisait très très peur. De voir l'invisible. Ben, je le voyais pas, moi j'étais dans la clairsentence, je sens. D'un coup, il y a un truc à côté de moi, je le sens, il est là. Ah, vous avez vu alors c'était de la fiction, cet homme qui arrive en face de vous? Ah non, ça c'est vrai. Non, j'ai vu un mort une fois. Ah oui, oui, non, ça c'était flippant. D'accord. Je l'ai vu 2 fois. Oui, c'est rare quand je vois, mais ça m'est déjà arrivé, mais je suis plus dans la clairsentence. Mais une fois en Bretagne, oui, ça c'était trop horrible. Bah, je vois ça, sur un chemin, on n'était que 2, je croise ce vieillard avec vraiment les yeux de la mort, mais je suis happée par ses yeux terrifiants, et je me dis, mais il est mort, quoi. Et il passe, et j'avance quelques mètres, et il repasse devant moi. C'est horrible. Et alors? Mais j'ai couru comme une folle, j'étais un peu sur un... Je longeais les berges du Loch. Et en fait, il a fallu que je cours un quart d'heure pour retrouver le port. Donc j'ai couru, j'ai fait un sprint. J'ai eu peur. Oui, il aurait rien pu me faire, mais je veux dire, juste d'un coup, la prise de conscience. Et donc il était entièrement ben là, il était physiquement là, quoi. C'est ça qui était étonnant. Alors, je sais pas des fois si c'est des bugs, tu vois, dans l'espace-temps, parce que moi je crois qu'il y a plusieurs dimensions aussi. Donc je me dis, est-ce qu'à un moment, j'ai pas capté un truc je sais pas. Mais c'était physiquement physique, c'était palpable. C'était pas un hologramme où on voit au travers. C'est comme cette dame blanche qui apparaît quelques heures avant de brûler. Oh là là. Mais lui, il était pas. Il était. Je sais pas si c'est un fantôme. Enfin, en tout cas, c'est une entité, quoi. Un truc. C'est pas gay. C'est pas quelque chose de positif, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. All I care, all pine is calling me back home. I've been gone for too long from the place where I belong. I can hear that old man calling me back home. Oh, they can all find you, hold me back home. Yeah, not far away, not far away, boy. I'm on my way. Gotta get out of this place. Can't no color anymore. Hello, brother, listen, I wasn't too far away. All they care is calling me back home. I've been gone for too long from the place where I belong. I can hear that old man calling me back home. All they care, all party, calling me back home. All right, that's on, thank you, Tron. Allez, troisième partie, peut-être au-delà du miroir. On termine maintenant sur ce peuple aborigène et sur le voyage en Australie de Vanessa Escalante, qui a écrit un livre, Ma peau d'un autre monde, aux éditions Mama Éditions. En 2015, votre documentaire La révolte des rêves reçoit quand même des prix, et même un premier prix. Oui, j'avoue que c'était incroyable, parce que je m'attendais, comme ce film, je l'ai fait en totale autonomie, enfin j'ai tout fait toute seule. Et ça m'a pris 4 ans de ma vie, et que je voulais le faire parce que il y avait quelque chose dans mes tripes qui voulait faire ce film. Mais j'avais aucune conscience de mon travail et de la qualité de mon travail, et si le sujet intéresserait. Et surtout qu'il était absolument pas littéral, dans le sens c'était totalement pro-aborigène. Il n'y avait que les aborigènes qui s'exprimaient sur le sujet. Et à cette époque, on aime bien avoir le contre-champ. Oui, bah c'est bien de montrer les aborigènes qui parlent, mais on veut bien aussi voir les gens qui s'occupent du nucléaire donner leur avis. Enfin, à l'époque, à la télévision, on voulait voir le... En 2015. En 2015, on voulait encore voir le contre-champ. Aujourd'hui, maintenant, on est plus
la politique, elle est plus environnementale. Donc ce genre de film aujourd'hui, ça passe mieux. Mais bon, il a quand même été racheté. Donc il a eu 3 prix en festival. Et il a été racheté 3 fois par la télévision. Donc, et en plus, France Télévisions n'avait pas le droit, pour la petite anecdote, d'acheter un film tout en anglais. Il fallait qu'il y ait du français. Enfin, il y avait au moins quelqu'un qui parle français à l'intérieur. Et en plus, je l'ai vendu avec mon association. Ça aussi, c'était interdit d'acheter un film à une association. Enfin, il y a des trucs qui ont fait qu'il devait sortir. Voilà, il est sorti et moi j'étais au bout de ma vie là. Quand j'avais fini le film, j'étais épuisée. Mais il parle des rêves, hein, quand même, la révolte des rêves. Ouais, bah, les rêves. Pour moi, le titre, ça veut dire les rêves, les esprits des ancêtres du temps du rêve qui viennent se défendre la terre. C'est la révolte des ancêtres du temps du rêve. Moi, c'est ce que j'ai mis dans ce titre. Après, chacun peut comprendre ce qu'il veut, mais. Et à un moment, vous dites dans votre livre aussi que vous allez consulter la structure qui gère les grands guérisseurs. Il y a vraiment un business, alors, s'il y a une structure qui gère les grands... Non, c'est une association. C'est une assoce. C'est une anthropologue, enfin 2 sœurs qui s'occupent de ça, qui sont complètement immergées dans la culture aborigène et qui s'occupent de ces hommes médecine. Enfin, vraiment, il y en a peu aujourd'hui, et ceux qui ont vraiment le don et qui sont passés par les initiations. Et elle s'occupe de les faire voyager à travers l'Australie pour que les gens accèdent à cette médecine. C'est-à-dire, pour qu'ils accèdent à cette médecine, et peut-être qu'ils forment aussi, ils forment des nouveaux, non? Non, dans la culture aborigène, on est reconnu comme étant guérisseur dans l'enfance, et on doit passer par des initiations. On ne peut pas recevoir un enseignement de guérisseur. Tu as le don, tu l'as pas. Tu peux voir les corps, tu peux voir l'aura, tu peux voir les entités qui sont collées à la personne. C'est des gens qui ont la vision, qui sont clairvoyants. Ok, donc c'est pas du tourisme comme pour prendre de... Il n'y a pas de tourisme encore en Australie pour aller les voir, non. Comme c'est le cas en Amérique du Sud. Non, c'est très peu connu, hein, ça. J'évite d'en parler, de donner le nom exprès, parce que c'est... Donc ils sont reconnus dès l'enfance. Et il y a quand même des plantes, ils prennent des plantes, hein, quand même. Alors, moi j'ai appris par un homme médecine avec qui j'ai travaillé sur le tournage des initiations là, masculines, Lance Sullivan. Lui m'a dit que récemment, c'est une histoire étonnante aussi. Des Afghans sont venus le voir parce que les Afghans sont venus en Australie. Non, c'était je crois que c'est des Iraniens. Qui sont venus parce qu'ils avaient des connaissances sur un breuvage avec une certaine plante, mais eux ils n'avaient plus leur plante là-bas, et ils lui ont demandé à lui s'ils avaient encore, eux ils avaient la recette, et lui il avait la plante, et donc du coup ils lui ont enseigné comment faire le breuvage, et ils en ont pris. Mais c'était quelque chose qui se faisait certainement à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui traditionnellement il y a encore des aborigènes qui prennent des breuvages comme ça, je ne sais pas, c'est possible. Je sais que les femmes que j'ai vues dans le désert à Balgo mâchent une espèce d'écorce d'arbre hallucinogène, elles en mâchent toute la journée, elles le gardent dans la joue avec un mélange de tabac. Mais c'est tout ce que je sais sur les... Il y a une plante vomitive aussi que je connais. Oui, parce que ce qui s'est passé avec le fameux Jupiter, celui que vous appelez Jupiter, qui n'est pas du tout celui dont on pourrait penser plutôt un pacifiste, hein. Celui-là, c'est pas quelqu'un qui dit nous sommes en guerre. Le Jupiter de votre livre, il y a quand même une prise de substance. Mais là, en fait, c'est un mélange de plein de réalités que j'ai vécues, mais j'ai fait une séquence unique. Et donc, je me suis basée sur le breuvage que m'a confié, dont m'a parlé Lance Sullivan. Mais c'est pareil, c'est une somme d'expériences que j'ai recréée en... Donc il s'appelait pas Jupiter, non, c'est un clin d'œil. Jupiter, il y en a vraiment un qui s'appelle Jupiter d'aborigène que je connais. Mais j'ai fait plein de mélanges. D'accord. C'est plein de vérités construites autour d'une histoire fictive. Et vous le dites dans les tout premières lignes. Après, de je ne peux votre pas le livre. dire à chaque chapitre, sinon c'est ennuyeux. Oui, c'est ça. Alors, ouvrir les portes du temps. Comment fait-on pour ouvrir les portes du temps? On peut remonter les boucles du temps. Je ne sais pas si on peut ouvrir des portes, mais on peut remonter
Là, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un autre guérisseur aborigène, descendant de métis aborigènes, et qui lui pratique une médecine qu'il appelle la cinétique holographique. Et donc il utilise en fait une forme d'hypnose où il s'adresse directement à l'esprit de la personne. Il passe pas par... il dit que les généralistes s'occupent de l'âme, mais l'âme c'est un véhicule qui est fait de plein de... qui est possédé par plein d'entités, tout ce qu'on mange, qu'on boit, tout ça. Donc lui il s'adresse directement à l'esprit et il remonte les dimensions du temps pour accéder directement à la source du trauma, parce que des fois on a des traumatismes qui peuvent être liés à 1000 ans avant, 2000 ans avant, et comme le temps est en cercle, ça revient comme un cycle, et tant que le trauma, le choc n'est pas libéré, ça revient, ça se représente de vie en vie. Et donc voilà, je pense qu'on peut remonter les boucles du temps comme ça, en interrogeant l'esprit et en utilisant aussi le test musculaire, la kinésiologie. Et voilà, et quand l'esprit donne son accord, on peut remonter à 1000 ans avant pour libérer un truc. Les aborigènes, c'est pas des gens qui s'expriment, c'est des taiseux, quoi. On peut pas rentrer dans des concepts. C'est souvent le meilleur. Hein. Mais carrément, je veux dire, voilà, ils sont dans le moment présent, ils reçoivent, ils font au moment où ça les traverse, et c'est tout. Et ceux qui sont considérés comme hommes médecine, les Clevermen, ils sont capables de... déjà, ils sont guidés par des esprits alliés, et des fois, ils les voient arriver, et ça veut dire qu'il y a un message. Des fois, ils vont faire de la visualisation, ce qu'ils appellent le scan corporel. Ils ont aussi des techniques aussi de toucher, ils savent voir où il y a une source de chaleur, voir à quel endroit dans le corps il y a un truc. Après, ils reçoivent l'information de façon psychique, quoi, ou intuitive. Et après, ils ont la technique traditionnelle d'enlever comme ça avec la main. Ils enlèvent le mal du corps en le jetant comme ça ou vers le soleil, ou simplement le jeter. Et en fait, je pense que tout est dans le mouvement. Le fait de mettre en mouvement l'énergie et l'émotion. L'Australie est en feu et le monde vient d'annoncer la fermeture de ses frontières à cause d'un virus. Et c'est à ce moment-là que vous revenez juste à temps en France. On est d'accord et que votre relation de couple avec Darren se termine, mais elle reprendra, c'est peut-être encore une fiction à la fin du livre. En fait, la relation de Darren, elle est finie depuis 6 ans en fait. Donc c'est une fiction à la fin. À la fin, non, Darren, on s'est retrouvés au bout de 5 ans. Moi j'ai coupé les ponts pendant 5 ans. J'ai fallu que je coupe avec le monde aborigène parce que c'est chronophage. c'est tellement passionnant et puis voilà, Darren a son passif aussi. Donc voilà, c'était lourd à porter pour moi et comme j'arrivais pas à me... Mais vous l'avez revu? Eh ben non, en fait je l'ai rappelé. Au bout de 5 ans, j'ai senti que c'était le moment. Et du coup, on est re-rentré en lien. Mais si tu veux, c'était 5 ans où il y avait une communication télépathique permanente, quoi. Et là, ça s'est arrêté la communication? Là, maintenant, moi, je refais ma vie avec quelqu'un, donc j'ai encore un lien parce qu'on a des projets, on a un projet de film ensemble avec sa fille. Mais voilà, là, on est moins, c'est moins qu'avant. Mais c'est vrai que. Mais bon, on est resté sur. C'est vrai que là, ça a beaucoup brûlé. On a été au courant que ça a brûlé, ça a dû faire des dégâts énormes. Je veux dire, la faune, la vraie faune. Ouais. Je pense que ça a été terrible. Ouais. Et au niveau du virus, ils ont été particulièrement, comment dire, le gouvernement a été parti, leur a serré vraiment la vis, d'après ce qu'on voyait d'ici. Au début, ouais. Après, ils sont durs, les Australiens, mais c'est beaucoup de, pour moi, c'est beaucoup de propagande. Hein. Ah bon, d'accord. Bon. Après, les gens c'est tellement grand, l'Australie, il y a beaucoup de moins, c'est moins dense qu'ici. On croise beaucoup moins de personnes, c'est beaucoup plus vaste, les rues sont grandes. Les gens sortent. Il n'y a pas de Covid là-bas en ce moment, mais il y a une grande propagande pour faire le vaccin. Ouais. Bon, mais c'est un autre débat. Mais de toute façon, il nous reste peu de temps. Dans l'annexe, vous mettez quelques notions clés de la culture aborigène. La réciprocité. Oui, la réciprocité. C'est-à-dire qu'on
on se doit de soutenir la famille élargie. C'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose pour toi, tu dois rendre, et c'est attendu. Il n'y a pas de s'il vous plaît, de merci, c'est tu dois faire quelque chose. Tu dois être là pour l'autre. Si demain je suis en galère, il y aura toujours quelqu'un pour me recevoir parce que culturellement, on n'a pas le droit de dire non à l'autre. Donc c'est un peu compliqué des fois. Hein. Quand ils veulent dire non, mais qu'ils n'ont pas le droit de dire non, il y a des moyens un peu pour dire les choses différemment et trouver une excuse pour pas se libérer. Quoi. Il y a aussi les moitiés parmi les communautés aborigènes traditionnelles. On considère que toutes choses, les humains, les éléments, les animaux sont coupés en deux parts, qu'on appelle les moitiés. C'est pas forcément l'âme sœur. Hein. Non. Ça n'a rien à voir. Non, on est... C'est ce que vous disiez au début avec ceux qui chassent le kangourou voilà, et ceux qui le mangent. C'est pour maintenir un équilibre, être en accord avec l'équilibre universel, the law, la loi. En fait, les enfants, à la naissance, tout le monde est placé dans une moitié. Il y a 2 moitiés dans chaque nation, au clan, avec des noms différents qui correspondent à chaque clan. Chacun appelle ses moitiés comme il veut, mais disons A et B. Et donc un enfant va être placé dans la moitié A, donc il sera en charge, il va recevoir tout un héritage, une base de données historique, géographique, culturelle de sa mère ou de son père. Il va recevoir toute cette base de données, de connaissances, et qui sera liée à sa terre, à son environnement, à son animal totem, et il devra protéger tout ce qui concerne cet animal, toutes les lois qui s'y réfèrent, les lois du temps du rêve, les histoires, l'environnement, tout. Et l'enfant qui est placé dans l'autre moitié, ou tous les enfants qui seront dans l'autre moitié, seront à l'inverse des utilisateurs de l'endroit, du lieu. Ils pourront manger l'animal, ils pourront le chasser, utiliser sa peau. Enfin voilà. Après, je ne peux pas rentrer dans plus de détails. Ce qui est intéressant, c'est le système de peau, puisque vous dites aussi, le titre du livre, c'est Ma peau d'un autre monde. Le système de peau, c'est encore une classification qui donne une position à l'individu dans une lignée familiale. C'est encore une autre classification. Oui. Le nom de peau, en fait, te dit dans la communauté qui tu es par rapport à qui. Alors, toi, si je suis ta nièce, t'es ma tante. Mishka, quelqu'un d'autre sera... Je vais avoir plusieurs pères, plusieurs mères, plusieurs frères. Suivant quel nom de peau à l'autre, il sera mon père ou mon oncle ou mon cousin. Donc en fait, ouais, ça donne un sens de la famille hyper élargie. T'es pas juste l'enfant de ta mère et de ton père, t'es l'enfant de tous les noms, de tous les pères qui s'appellent comme ça. Par exemple, moi je suis Nangala, toutes mes oncles et tantes sont les Nampin et Nampin Jimpa. Tous ceux qui portent ce nom de peau sont mes oncles et tantes. Tous ceux qui portent un autre nom sont mes frères et sœurs. Et donc je vais avoir pas le même comportement par rapport à eux. Je vais devoir, mes oncles et tantes, je vais devoir faire un certain nombre de choses pour eux. Je vais devoir avoir une stratégie d'évitement de mes frères et de mes cousins, parce qu'en tant que femme, dans les communautés très traditionnelles, les femmes ne parlent pas aux frères et aux cousins. Enfin, il y a plein de protocoles et de codes hyper complexes à comprendre. Donc voilà, c'est une position familiale, le nom de peau. Les liens qui unissent, chez les aborigènes, on n'apprend pas en demandant, on apprend en écoutant, ouais. On accumule les savoirs avec le temps et lorsqu'ils nous sont dévoilés. Ouais. À chaque fois que l'on pense bien faire avec ces peuples, on se plante, parler frontalement est irrespectueux pour eux, parler des choses qui ne nous concernent pas également. Ouais. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Et prendre soin, on ne sème pas, on récolte. Il y a un débat en ce moment sur ça, sur le fait que il y a des mouvements maintenant qui viennent dire que les aborigènes n'étaient pas des nomades, ni des... Enfin, il y a des mouvements qui disent que maintenant les aborigènes ont cultivé, parce qu'il y a eu des traces archéologiques qui ont retrouvé qu'effectivement ils étaient nomades, mais ils pouvaient aussi être sédentaires et cultiver, mais c'est à certains endroits, pas tout le monde. Mais moi, les aborigènes que j'ai rencontrés, ils vivent avec leur environnement, donc ils sont aussi au supermarché, hein. Ils sont entre les deux mondes, on est d'accord. Mais je veux dire, ils vivent avec les saisons, avec le rythme des saisons. Ils vont récupérer les choses dans la nature, ils vont pas laisser de traces et ils vont pas...
Ils vont pas cultiver, ils vont pas planter, ils vont prendre ce qu'il y a. Justement, je voulais demander sur la nourriture. Donc ils ont ceux qui sont vraiment au fin fond qui sont vraiment éloignés de tout, ils se nourrissent encore. Il y a toujours un supermarché dans les communautés parce que bon, bien souvent, il y a l'industrie minière autour et c'est l'industrie minière qui possède les magasins. Donc en fait, c'est un circuit fermé. Ils payent des royalties aux communautés pour exploiter leurs terres et en même temps, l'argent est dépensé dans les magasins qui appartiennent aux compagnies minières. Donc bon, c'est voilà. Donc la nourriture, c'est beaucoup de nourriture en supermarché, hein, avec beaucoup de soda, beaucoup de sucre, trop de sucre, donc ils ont beaucoup ont des problèmes de santé. Mais il y a aussi des moments où ils partent dans le bush et ils vont chasser, mais ils chassent au fusil. Hein. Et s'ils vont chasser le kangourou, il y a des femmes aussi qui chassent l'iguane, hein, le guana, le serpent le lézard du désert, ils se nourrissent aussi de ce qu'ils appellent le bush tucker, la nourriture du bush. C'est un mélange des deux mondes. Est-ce que vous y retournerez? J'espère. Hein. Ah, quand même. J'espère, hein, mais bon, voilà, il faut que l'Australie ouvre ses portes aux étrangers. Quoi. Pour l'instant, c'est pas encore ouvert. Non. À moins qu'on soit économiquement rentable pour le pays et qu'on amène du travail et qu'on fasse travailler des Australiens. Pour l'instant, c'est encore fermé. Ouais. Donc c'est pas facile de voir ce qui se passe pour eux. Je me demande comment ils ont vécu le coronavirus, les aborigènes. Vous croyez qu'on les a masqués? Non, moi ce que j'ai vu là passer dans mes réseaux, c'est qu'ils ont été ultra protégés. L'entrée dans les communautés était interdite. Même tous les gens qui étaient à l'extérieur, qui voulaient rentrer chez eux dans leur communauté, ils ont dû attendre. Parce que comme ils sont fragiles, qu'ils partent très vite, les anciens, ils ont vraiment été... Mais l'Australie, pour ça, ils sont durs hein, sur les protocoles. Oui, c'est ce que je vous disais, ce qu'on avait vu. Mais après, les taux, les quotas, les machins, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de virus là-bas en ce moment. Mais il n'y en a plus nulle part, mais c'est pas grave, on fait semblant. Alors, Ma peau d'un autre monde, voyage initiatique en terre aborigène aux éditions Mama, édition Vanessa Escalante. Vous avez un site? VanessaEscalante.com. C'est bien. Pas mal. C'est facile à retenir. Et donc les documentaires, on peut les voir? Oui, je les ai mis en ligne. Enfin, certains sont en VOD, hein. Voilà, parce que j'ai pas tous les droits sur tous, mais ils sont référencés sur mon site. D'accord. Ouais. Un mot pour terminer l'émission? Un mot Un mot qui vient de chez eux. Un mot dont vous vous souvenez, je sais pas, que vous utilisiez souvent dans leur langue? C'est qu'ils parlent anglais, quoi. Donc, non, je me rappelle que cette phrase No dump on sacred land, pas d'enfouissement sur une terre sacrée, pas d'enfouissement en terre sacrée. Pas d'enfouissement en général, parce que la terre pour moi en entier est sacrée. Donc il faudrait savoir ce qu'on sort de terre et qu'on veut enfouir après. Il suffirait déjà de ne pas la sortir pour pas... Voilà, donc pas d'enfouissement en terre sacrée. Merci beaucoup. Merci Joël. Merci. Merci beaucoup. Haro, haro ay, haro, haro anta. Hey, I'm up. Uncle Kev's my name. Closing down uranium mine, making peace, my game. And I know you're all thinking the same. Close it down so there's no more pain. The old frog and the lizard, they really know the mining companies gotta go. The mining giants are a bunch of clowns. They'll be packing the bags, they'll leave in town. Yeah, help me, let's bring it on. Let's bring it on. Yeah, help me, let's bring it on. Help me bring it on. Yeah. Let's go. We've got 'em on the run. So it's time to have some fun.